Bonjour, nous sommes le samedi 11 juillet 2020 et aujourd'hui ma réflexion s'intitulera Le canari dans la mine. Alors ce qui m'a conduit à ça, c'est une réflexion hier dans la journée parce que bon, je réfléchissais à l'ensemble des choses que je me suis dit que j'allais faire dans les semaines qui viennent. Alors travailler à mon cours d'histoire de l'anthropologie, j'ai retrouvé des tas de notes voilà, dans des caisses, des archives, voilà, un cours que j'ai déjà donné à ce sujet il y a longtemps à l'Université de Bruxelles. Euh, Bien entendu, j'ai donné des cours là-dessus aussi à Cambridge en plus grande quantité, mais j'avais déjà rédigé un syllabus, comme on dit, durant l'année où j'ai enseigné à Bruxelles. Je suis en train de préparer les documents pour faire un deuxième tome de l'histoire de Trump. Par ailleurs, je voudrais terminer la réflexion que j'ai commencée sur les réductions du Paraguay, les missions jésuites au Paraguay qu'on a pu présenter comme des exemples réussis d'utopie sur le terrain. Quoi encore ah oui, j'ai mon exemplaire des réflexions du professeur Abel sur le Coran et je voudrais voilà, rédiger un texte à ce propos-là. Donc, plein de choses et hier soir, je me suis dit, il faut une méthode, il ne faut pas travailler sur tout en même temps. Il faut que pour ce livre sur Trump, que je trouve un principe, voilà, un principe d'organisation des matériaux. Et bien entendu, je me suis endormi en me disant que peut-être la nuit porterait conseil, et la nuit porte effectivement conseil, puisque bon, je me réveille ce matin avec une idée. Le temps devant toi n'est plus des dizaines d'années, quoi qu'il arrive. Ça peut être 2, ça peut être encore 20, mais dans 20, je ne suis pas sûr que j'aurai encore envie d'écrire ou que je serai en état d'écrire. Donc il faut, voilà, je me suis dit ce matin, travaille sur la valeur ajoutée, voilà, ce que tu peux apporter et que peut-être les autres pas, ou bien voilà, des choses que les autres peuvent faire après. Trier tes notes sur l'histoire de l'anthropologie, ben, finalement on pourra toujours trouver une jeune personne qu'on paiera modestement, mais il faudrait la payer un peu plus pour mettre de l'ordre là-dedans et qu'on en fasse un volume si on a envie. Alors, la valeur ajoutée, c'est quoi? Et bon, ça, c'est ça qui me conduit tout de suite à cette idée de canari dans la mine. Qu'est-ce qui m'aide? Bon, ça, c'est comme pour tout le monde. Ce qui vous aide à savoir ce qu'il faut faire, c'est ce que les autres vous demandent ou vous disent sur ce que vous pouvez faire. Il y a quelques jours, Arcao dit tiens, je ne suis pas arrivé à voir ce que Jorion dit entre les lignes. Voilà. Et en fait, là, il n'y avait absolument rien à voir entre les lignes. Ce que je voulais dire simplement, que je sais que j'avais sorti un disque voilà, des Doors. J'avais envie d'écouter ça. J'écoutais les Doors et en écoutant les Doors, le groupe de rock américain, je me suis souvenu que je me suis retrouvé à plein d'endroits où on vous a dit, tiens, avant vous, il y avait déjà Jim Morrison ici. Mais ça ne m'est pas arrivé uniquement avec Jim Morrison, ça m'est arrivé aussi avec Jack Kerouac. C'est lié aux endroits où on finit par se retrouver et que ben, les endroits où on voit la mer, il n'y en a pas un million. Les endroits où on peut écouter de la musique, il n'y en a pas non plus. Les endroits où on peut manger à une terrasse de café de la plage, il n'y en a pas un million non plus. Les endroits où on a envie d'aller, c'est-à-dire aller écouter un exposé à UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles, et puis là, vouloir aller à la plage, eh bien, il n'y a qu'une chose qui vous permet de faire ça. Vous pourrez prendre votre bagnole, mais il vaut mieux prendre quelque chose de plus convivial, et donc vous prenez le bus bleu qui va de UCLA jusqu'à Santa Monica. Pourquoi? Parce que les bus de Santa Monica sont bleus et il y en a un qui va jusqu'à UCLA, jusqu'au campus de l'Université de Los Angeles. Voilà. L'Université d'État de Los Angeles. Euh, Canari dans la mine. Les gens vous disent aussi, ils vous donnent des indications. Quand vous avez la chance qu'on vous offre du boulot. Bon, il y a des gens qui ont tous leurs boulots, ce sont des boulots pour lesquels ils ont posé leur candidature. Et
et on les a pris ou on les a pas pris. Moi, j'ai eu la chance que pour la plupart des boulots que j'ai faits, on me les a proposés. On m'a dit, venez faire ça, venez travailler avec nous, venez travailler aux Nations Unies sur des projets des pêches en Afrique. Après, on m'a dit, venez travailler dans une équipe d'intelligence artificielle. Ça n'avait rien à voir, mais j'étais le type de personne qui permettait voilà, qui faisait que on pouvait lui proposer des tas de choses très différentes au cours d'une vie. Et là, le fil, bien entendu, c'est les mathématiques appliquées. C'est parce que je savais faire ce genre de choses, parce que j'avais rapidement une boîte à outils assez vaste. Et on m'avait vu réussir. Une fois qu'on m'a vu réussir quelque chose, les autres se disent, ouais, il va peut-être réussir dans notre domaine, il va peut-être sauver notre projet. Voilà, informatique à une des MacBank où on a déjà mis 8 millions et où le programmeur est parti avec une partie du code parce qu'il était vraiment un peu furax. Bon, des choses comme ça. Donc, et ça, j'attirais l'attention là-dessus l'autre jour aussi. C'est le monde qui vous dit à quoi vous êtes bon. C'est pas. On dit aux jeunes, réfléchissez, voilà, réfléchissez à ce que vous voulez faire, et puis voilà, et le monde s'accommodera à ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Le monde a besoin de choses et c'est lui qui vous dit on a besoin de vous ici ou là. Et il faut être ouvert à ça. Euh, J'avais une discussion avec quelqu'un ici sur le blog qui parlait des gens qui voulaient réaliser leur talent. Et je comprenais de ce qui était dit que ce talent, ils ne l'avaient pas nécessairement, mais qu'ils ne voulaient pas écouter ce qu'on leur disait. Et donc, voilà, il faut être ouvert à ce qu'on vous dit. Il faut aussi entendre des opinions qui sont émises. Et là, je pense à Pierre Penet, qui m'a invité en décembre à participer au colloque qu'il organise sur les prophètes de la finance. Voilà. Alors, cette expression, je la connaissais, de prophète. Pourquoi est-ce qu'on vous dit prophète à une époque? Parce que vous dites il va se passer ceci, et puis c'est ça qui se passe, et puis personne d'autre ne l'avait vu autour. Si, je crois qu'on sera 4 ou 5, il y aura Farber, il y aura Madame Pettiford, il y aura Steve Keen, il y aura moi, il y aura Parubini, mais enfin, voilà, on aurait pu en ajouter encore un ou deux, pas beaucoup plus que ça. Et là, j'ai déjà réfléchi l'autre jour à qu'est-ce qui fait qu'on peut être un prophète de la finance. Bon, d'abord, il faut qu'on vous reconnaisse prophète par la suite, c'est-à-dire qu'on reconnaisse le fait que vous ayez dit quelque chose que les autres ne voyaient pas et qui s'est révélé vrai. Mais j'ai peut-être vu aussi d'autres qualités qui sont nécessaires. Ça, j'ai attiré toujours l'attention là-dessus. Il ne fallait pas être un spécialiste en économie si on voulait si on voulait prévoir la crise des subprimes, il fallait en tout cas ignorer toutes les frontières à l'intérieur de la discipline. Il ne fallait pas dire non, moi je suis spécialiste de l'immobilier ou moi je suis spécialiste de la microfinance ou de la macrofinance, etc. Si vous étiez dans cet état d'esprit, il était impossible que vous voyiez le machin, parce que d'abord ça débordait de la finance, ça débordait dans l'économie, et de l'économie ça débordait dans la société en tant que telle. C'était des latinos, appelons les choses par leur nom, qui avaient des presses subprimes. Voilà, donc des hispaniques, des gens qui ne parlaient pas nécessairement bien anglais parce que leur première langue c'était l'espagnol, et ainsi de suite, et des tas de choses. Donc il fallait voir tout, il fallait voir la vue d'ensemble. Et donc il fallait déjà avoir une certaine personnalité qui fait qu'au cours d'une vie, aux gens qui vous ont dit il faut absolument se spécialiser, c'est comme ça qu'on réussit, il faut devenir le grand spécialiste d'un domaine, ces gens-là, il fallait ignorer, il faut pendant des dizaines d'années, le temps que vous fassiez votre formation, ignorer ce que les gens vous disent en disant non, moi je suis
suis un spécialiste et je continue d'être un spécialiste parce que je veux expliquer véritablement. Si on veut véritablement expliquer les choses, et ça on le voit même ici maintenant avec le coronavirus, on ne peut pas dire je m'intéresse juste à tel type de molécule, non, ou le coronavirus c'est ça. Et en fait je connais bien les coronavirus, mais je ne connais pas les autres virus. Ça ne va pas. Ces gens-là, bon, ils n'arriveront absolument à rien. Il faut faire sauter la pensée en silo. Il faut prendre de l'altitude, comme on dit, c'est-à-dire essayer de se plonger dans le bain de la chose en tant que telle. Et il y a un autre conseil qu'on vous donne quand vous êtes jeune en disant, voilà, l'objectivité. Objectivité. Il faut avoir un regard objectif, il faut avoir un regard froid sur les choses, et sinon vous allez vous laisser distraire par des valeurs. Voilà, c'est la fameuse réflexion de Max Weber. Si vous voulez savoir si quelque chose est vrai ou non, regardez ce qu'a dit Max Weber et pensez le contraire. Alors là, vous avez une chance d'avancer. Non, au contraire, même quand vous vous intéressez à des virus qui sont microscopiques, c'est toujours l'empathie, c'est toujours l'affect qui va être le moyen de trier à l'intérieur de tout ça. Parce que, bon, et c'est ça le problème des autistes Asperger, c'est que une chose dite par une personne et la même chose dite par une autre personne ne veulent pas dire la même chose. Et la même chose dite par la même personne des jours différents ne voudra peut-être pas dire la même chose, parce que l'humeur sera différente, parce qu'il y aura une ironie un jour et l'autre jour ce ne sera pas ironique, ce sera exactement ce qui est dit, dont on veut que ce soit dit, avec sa valeur littérale. Donc il faut sentir, il faut pouvoir sentir ça, comment ce qui se passe, ce que c'est exactement pour les gens. Et un autre truc qu'il ne faut pas faire, bien entendu, c'est l'inverse, c'est de vouloir tout attribuer aux gens. Ça, c'est bon, parce que là, on tombe aussitôt dans la xénophobie, on tombe dans le complotisme, que c'est sûrement des gens quelque part qui se sont mis d'accord. Il faut accepter à la fois que ce soit des structures complexes, que ce soit des tas d'éléments, et des tas d'éléments qui ne dépendent pas ni de la volonté d'un être humain, ni d'une volonté divine. Ça, c'est une chose qu'il faut pouvoir faire, pouvoir se dire c'est très compliqué, et ça coûtera ce que ça coûtera, il faudra ce qu'il faudra, mais il faudra saisir la complexité de tout ça, et ce ne seront pas nécessairement des dieux ou des pseudo-dieux ou une ethnie quelconque qui seront responsables des choses. Mais il faut en même temps, une fois qu'on a ces structures, enfin qu'on a cette vision des structures qui sont des choses indifférentes, que nous avons produites, mais collectivement et de manière indirecte, sans volonté de le faire. Mais il faut aussi, à l'intérieur de ça, voir fonctionner les êtres humains et comprendre comment ils fonctionnent. Et donc, il faut une empathie par rapport à chacune des situations. Donc, oui, c'est compliqué. Voilà. Allez, être prophète, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de boulot, ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup de, comment dire, de concentration sur ce qui est pas important et ce qui est important, etc. Mais pour comprendre l'époque dans laquelle on se trouve. Et d'où est-ce que ça vous vient ça? Ça vous vient d'abord de la personnalité que vous êtes. Voilà, les parents savent bien qu'ils ont 2 ou 3 enfants. Ah oui, lui, il n'est pas du tout comme les 2 autres. Donc, oui, non, on vient avec des choses qui sont un caractère. Il faut aussi que dans le milieu familial, on vous ait, comment dire, fait comprendre de manière directe ou indirecte ce que c'est que l'empathie. Parce que ça s'apprend aussi. Et surtout, les parents vous donnent comment dire, un climat, une atmosphère, un cadre dans lequel on interprète les choses. Et là, au moment de commencer mon petit exposé, il m'est venu un souvenir. C'est la chose suivante. C'est ma mère a 17 ans, au moment où, voilà, en mai 40, quand la Belgique était envahie, ma mère a 17 ans. Je crois qu'elle est encore toujours de nationalité néerlandaise. Elle ne viendra belge que par le mariage. Et donc, quand la guerre se termine, bah, elle a 22 ans. Et une chose, voilà, qui
c'est une chose sur laquelle on attirera mon attention plus tard quand une dame, dans son testament, la mère d'une de ses amies d'enfance, voudra laisser quelque chose à ma mère en disant pour son attitude pendant la guerre. Et je devine à quoi cette dame faisait allusion, c'est que ma mère a passé, ma famille du côté maternel habitait là, dans un immeuble à appartement, et ma mère a passé toutes les nuits durant la guerre à dormir dans l'appartement exactement au-dessus du sien, où il y avait voilà, son père et sa mère au départ, puis qui est morte pendant la guerre d'un cancer, et ses frères et sœurs, mais elle dormait dans l'appartement en dessous, l'appartement où se trouvaient deux déjà vieilles personnes. Moi, je les ai connus enfants, ils avaient 70 ans, 80 ans, monsieur et madame Lévy, voilà. Et donc, ma mère dormait en faisant le guet pour ce qui pourrait arriver à monsieur et madame Lévy. Mais il leur est rien arrivé, je ne sais pas par quel miracle, des erreurs bureaucratiques. La preuve, c'est que moi, je les ai connus enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant 5 ans, elle a dormi en se disant que les choses pouvaient peut-être tourner très mal avant la fin de la nuit ou au petit matin. Et ça, il est impossible. Je veux dire, je crois que ça a été mentionné une fois. Et ensuite, quand il y a eu cette discussion, pourquoi est-ce que cette mère d'une amie, vous lui donnez, je ne sais pas, une petite somme, mais en tout cas mentionné spécialement ma mère sur son testament, il y a eu une petite discussion entre ma sœur et moi, si j'ai bon souvenir, à quoi est-ce que ça faisait référence, et on a pensé à ça. Voilà, alors ma mère m'en a parlé une seule fois, donc on ne peut pas dire que ma mère va répéter pendant longtemps cette histoire, mais ça devait imprégner son attitude, ça devait imprégner la manière dont elle était dans la vie. Mon père était au courant, ils ont rapidement été fiancés, mon père savait que ma mère dormait là. Voilà. Donc on se dit, les parents vous disent, voilà, dans les années 50, ils vous disent tout va se passer très 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 bien, c'est formidable, regardez, mais en même temps, il y a des choses qui sont là derrière dans un coin de leur tête et qui vous transmettent de manière tout à fait involontaire et inconsciente, mais qui est sûrement là, qui vous met vous en éveil, et qui fait que vous pouvez être plus tard sans doute, voilà, vous avez une certaine disposition naturelle à être le canari dans la mine, celui qui dira si les choses sont en train de mal tourner, parce qu'il aura une sorte il ou elle aura une sorte de sixième sens qui lui aura été transmis comme ça par l'histoire individuelle des parents, mais qui est l'histoire avec un grand H. Donc, voilà ma conclusion, voilà la valeur ajoutée, voilà, je me suis réveillé ce matin avec l'idée d'un principe, comment trier dans mon truc sur mon deuxième tome des aventures de Trump, et aussi sur quoi se concentrer d'autres, peut-être continuer à essayer de faire profiter le reste du monde de ce talent prophétique de dire, comme disait Hegel, de pouvoir dire quels sont les temps qui sont les nôtres et ne pas être perdu dans des visions du passé qui en fait sont plus d'application, ou les visions du futur qui ne seraient pas motivées par une compréhension d'où est le présent maintenant. Voilà, une petite réflexion, c'est pas des nouvelles, c'est une petite réflexion sur peut-être ma valeur ajoutée comme réflexion indispensable pour moi pour me guider dans ce qui me reste à faire. Voilà, à bientôt.